Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je reçois comme invité marketing Mathieu Thio, Head of Packaging et Sustainability chez Nestlé France, pour parler de réemploi. Bonjour Mathieu. Bonjour Barbara. Alors, on va parler ensemble de réemploi, mais dans le groupe Nestlé, de quelle marque parle-t-on? Alors, au niveau du réemploi en France, on va parler de marques de confectionnerie, donc Kit Kat Ball, donc la marque phare. Et sur le nouveau test qu'on est en train de lancer, on a également une marque iconique chez Nestlé, qui est le Nestlé Dessert. Donc Ok, donc elle est plutôt sucrée alors. oui, plutôt sucré pour l'instant, oui, effectivement. Alors, on va parler de réemploi, mais qu'est-ce qu'on entend derrière ce thème? Tu vois, il y a quand même beaucoup de choses. Oui, alors derrière réemploi, effectivement, c'est un terme qu'on connaît maintenant euh, plus ou moins, puisque effectivement, dans notre stratégie emballage packaging en France, on parle des trois R, qui est un acronyme qui est arrivé notamment avec la loi AGEC. Les trois R sont la réduction, avant tout, le réemploi et le recyclage. Et donc, effectivement, quand on parle de réemploi au niveau de l'emballage, c'est de trouver des solutions alternatives au single-use plastique ou à l'emballage unique pour le remplacer par un emballage qui, effectivement, aura cette faculté et possibilité d'être réutilisé plusieurs fois pour reconditionner un produit, le même ou un autre produit d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que c'est une consigne 2.0, Oui, c'est une consigne 2.0, effectivement. mais pas que sur du verre? Pas forcément que sur du verre, justement. Le but, c'est aussi d'aller tester et voir ce qu'on peut faire avec d'autres types d'emballages euh, qui sont une alternative au verre, notamment donc cette fameuse cup qu'on est en train de tester en acier inoxydable. Ah, génial. Vous avez mis en place un partenariat avec le fourgon. Est-ce qu'on peut avoir la genèse du projet? Oui, alors c'est une genèse qui commence à remonter maintenant. C'est vrai que nous, dans notre stratégie 3R et sur le sujet réemploi, on avait testé le réemploi avec d'autres partenaires, mais plutôt sur la grande distribution. Et en 2024, on a vu effectivement cette société qui commençait à prendre de plus en plus de part D'ampleur. au niveau national avec un modèle qu'on voulait aussi tester, qui est le modèle de la vente directe aux consommateurs et effectivement apportait une solution clé en main, puisque vous achetez sur le site, on vous livre, vous consommez, vous remettez les emballages au pied de votre logement et c'est repris par la société. Donc, tester avec le fourgon ce mode de distribution en direct to consumer, j'utilise des termes anglais, mais c'est plutôt c'était plutôt une chose intéressante à aller développer en parallèle de la vente classique en magasin. On avait aussi profité de subventions hein, de l'éco-organisme Citeo qui, dans son budget annuel, doit consacrer une partie de son budget sur des projets de réemploi. Et donc, on a fait une appel à candidature en partenariat avec le fourgon pour pouvoir mettre en avant ce projet qui nous tenait à cœur avec le fourgon. Vous avez commencé avec quel produit? Et aujourd'hui, je crois que le partenariat a été élargi. Oui, effectivement. Donc, on a commencé avec un premier, ce qu'on a appelé un premier test, où on avait deux marques iconiques de Nestlé, qui étaient le Kit Kat Ball et le Lion Pops. Donc plutôt sur une consommation un peu dite d'impulsion où on consomme devant un match de foot. Là, c'est un peu à la De mode en ce saison. moment de saison avec la Coupe du Monde.
Et donc, on avait commencé avec leur entrepôt historique qui était basé dans la région lilloise et qui desservait derrière sept autres entrepôts, mais on restait vraiment en géographie, on va dire, dans le nord-est de la France. Par rapport au fourgon, hein, Mathieu, hein, c'est ça, hein? Exactement, par rapport au Ouais. fourgon, oui. Et donc, l'idée, c'était, au vu des résultats qui étaient très prometteurs et très satisfaisants du premier test, de l'étendre à l'échelle nationale. Donc là, depuis fin 2025, on est présent sur l'ensemble des entrepôts du fourgon. Donc, c'est quoi, une couverture quand même globalement nationale ou il y a encore des petites zones Non, c'est une couverture nationale puisqu'ils ont aussi fusionné avec une autre société qui s'appelait La Tournée. Et maintenant, c'est une seule et même entreprise. Et donc, ce qui permet aussi de couvrir la région parisienne et Paris intramuros. Là où, effectivement, le fourgon, dans notre premier test, n'était pas présent. Alors, sur ces premiers tests, parce que même si aujourd'hui vous élargissez, on reste, je suppose, quand même dans une phase exploratoire, quels sont les premiers retours que vous avez eu, notamment des consommateurs? Oui, alors on a eu des bons retours consommateurs puisque la demande était là. La totalité de ce qu'on avait produit pour la première phase de test s'est écoulée extrêmement rapidement. Là où Génial. on a eu aussi une grosse satisfaction, c'est que on a eu des taux de retour de 85%, qui est donc juste un taux de retour exceptionnel en termes de retour d'emballage. Donc, on a vraiment senti qu'il y avait euh, un engouement sur ce test. Les consommateurs ou les clients du fourgon étaient aussi présents en termes de réachat, c'est-à-dire qu'on a eu plus de 55% de réachat. Il y a eu aussi une captation de nouveaux clients de par la force et la présence de la marque. Donc on a eu vraiment des bons retours. Quand on a arrêté le test, il y avait même des clients, parce qu'il y a eu une enquête client qui demandaient quand est-ce que ça allait être remis en place. Donc, non, non, très satisfait de ce test. Donc, on est sur, pour rappel, un format, donc une cup en acier inoxydable, hein, c'est ça, où on Oui, a eu donc les friandises ou les confiseries dedans. On les commande, on les reçoit. Une fois que c'est terminé, donc on les redépose. C'est reparti pour nettoyage et réutilisation et on recommande et on réutilise. Et c'est cette boucle vertueuse. exactement. Et pour la marque, des bénéfices déjà en termes, je sais pas, effectivement, vous l'avez dit, bah, recrutement de nouveaux clients. Est-ce qu'il y a eu, je sais pas, aussi un intérêt économique, écologique par rapport à vos convictions environnementales? Oui, bien sûr. Donc déjà, c'était une belle visibilité pour la marque, même une très belle visibilité parce qu'on est sur des nouveaux projets et on a eu un impact médiatique Mm. assez important. Donc, de mettre en avant aussi nos stratégies, nos engagements envers l'environnement et donc avec tous ces projets de réemploi, ça montre aussi tout l'intérêt que Nestlé porte à travailler sur des projets alternatifs à l'emballage unique. Un rôle précurseur aussi, il me semble, peut-être avec la taille du groupe Nestlé, justement, d'accompagner sur ces nouveaux usages et notamment celui du réemploi. Exactement. Donc, on se doit aussi, quand on est un des leaders de l'agroalimentaire, d'être précurseur et de montrer la voie sur ces alternatives possibles. Donc, en France, Nestlé France a toujours eu à cœur à tester et faire avancer les solutions comme le vrac, Mm. le réemploi en grande distribution, le réemploi
avec ces modes de consommation en achat direct à la maison. Donc oui, c'est aussi notre rôle avec des marques iconiques et leaders d'être un peu, encore un terme anglais, mais front-runner sur ces sujets-là. Bah, par rapport à ton parcours, à ton expérience, quel challenge tu vois dans le déploiement plus massif du réemploi? Est-ce que c'est le volet logistique, le volet peut-être des coûts, des industriels, est-ce qu'ils sont prêts ou pas? Alors, l'adoption des consommateurs, j'ai pas l'impression que ça soit un frein, mais ou peut-être même des subventions. Tu disais, vous avez eu une subvention de Citeo. Quel challenge ou frein tu peux voir qu'il faut encore ôter? Alors, tu l'as dit, je pense qu'il y en a un peu à tous les niveaux. Il y a effectivement ce sujet logistique et surtout, on va parler de reverse logistique, c'est-à-dire après consommation. Ouais. Il est nécessaire de remettre en place ces boucles de retour puisqu'on était dans des schémas. Alors, la consigne a toujours existé, hein. On se souvient de nos parents ou Félix grands-parents. Potin, moi j'allais chez Félix Potin, plus Voilà, petite. exactement. Et c'est vrai que voilà, ce sont des boucles logistiques qui avaient été un peu délaissées hors restauration, hors domicile. Et donc, il faut les remettre en place. Donc, d'un point de vue logistique, il faut recréer ce maillage parce que le maillage territorial est important pour Mm. essayer d'avoir aussi des boucles vertueuses d'un point de vue écologique. L'idée, c'est d'avoir des points retour, de nettoyage qui soient assez locaux pour éviter forcément Le du transport. transport trop important. Mm. Après, d'un point de vue industriel, oui, clairement, dans des usines, et notamment dans les usines Nestlé, il faut repenser les modèles de remplissage qui sont, encore une fois, actuellement configurés pour gérer de l'emballage unique. Mm. Donc, à date, on est dans des phases de démarrage ou de redémarrage du réemploi. Donc, on fait souvent appel à des co-packers ou co-manufactureurs, on appelle, qui nous permettent, dans ces premières phases, de pouvoir gérer justement ce remplissage. Et quand on arrive à un niveau critique de production, c'est le moment pour nous derrière de l'industrialiser en interne. Ouais, de le massifier. Le côté subvention, ça peut être aussi un frein ou Citeo, justement, c'est quand même un organisme qui me semble très présent pour au moins mettre le pied à l'étrier. Oui, c'est important effectivement d'avoir ces subventions pour lancer les projets, mais à un moment, il faut aussi réussir à ce que le business model du projet Mm. arrive à vivre sans ces subventions. Donc effectivement, ça permet de lancer les projets, d'avoir ces subventions. Ça, ça supporte les coûts au départ, Ouais, c'est top. mais derrière, il faut qu'on arrive quand même à réussir à avoir un business model sans subvention. C'est C'est tout quoi l'enjeu. les... Oui, bah, c'est sûr. Quelles sont les perspectives, Mathieu? Peut-être de nouveaux projets, nouveaux produits ou... enfin, je sais pas. Alors là, l'idée, c'est déjà de continuer le partenariat et au moins de finir cette deuxième phase de projet avec le fourgon. Jusqu'à quand? Là, bah, jusqu'à temps qu'on n'ait plus de boîte. Ok. Ok, Mais on ok. était parti sur un projet d'une année, donc Ok. là, tout courant 26. 2026. On a eu aussi, lors des phases de questionnement des consommateurs, ce qu'ils aimeraient voir aussi comme autres produits. Donc, c'est vrai qu'on a une gamme de produits très variée. Et c'est vrai que quand on en discute avec les équipes du fourgon, il y a des produits type poudre chocolatée, Nesquik, Oui.
de la ricorée, du café, c'est des choses qui pourraient faire sens et on est en train de regarder de plus près. Et puis dans les autres perspectives, projets, c'est aussi de rendre cette cup la plus accessible à tous. Et quand je dis à tous, c'est pas qu'à Nestlé, et la proposer de manière libre, même si elle a été initialement Mhm. créée et conçue par les équipes Nestlé. L'idée, c'est demain qu'elle devienne un peu en open source et qu'elle devienne un standard donc pour d'autres metteurs sur le marché. Parce que si on veut que le réemploi fonctionne, il faut qu'il y ait une dynamique avec d'autres industriels, d'autres modes de livraison, d'accessibilité pour le consommateur. Et oui, là, on regarde pour que cette cup puisse servir pour d'autres types. On n'a pas de limite. Cette cup, elle a déjà été utilisée pour de la glace. On pourrait l'utiliser pour des produits liquides, pour des yaourts, pour de la poudre. Enfin, voilà. L'idée, c'est vraiment de la rendre la plus accessible possible. Ouais, hyper intéressant. C'est vrai que moi, j'avais interviewé lors du CEFIA cette année des équipes. Des équipes U qui disaient bah nous voilà c'est pareil cette bouteille en verre on espère que bah, demain elle va commencer peut-être avec du jus puis demain ça sera utilisé par un autre groupe ou une autre enseigne pour mettre de la soupe et bah, toujours dans cette logique d'être au plus près des points de collecte de nettoyage etc et que ça devienne un objet collectif fait partie du bien public dans lequel bah, après chacun y met bah, son produit, mais le tout de façon sécurisée et hygiénique. C'est surtout ça aussi le gros challenge. Exactement. Ma dernière question, Mathieu, si on se projette encore plus loin, 5 ans, 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, est-ce que tu penses que le réemploi, ça sera devenu la norme ou est-ce que ça sera encore réservé bah, à certains circuits, certaines catégories de produits, bah, parce qu'on ne peut peut-être pas forcément tout y mettre dedans. Alors, si on donne un peu des chiffres, alors il y a eu cette impulsion par la législation française hein, qui demande notamment 10% de réemploi en 2027. On voit que les législations européennes, alors c'est la fameuse PPWR là, qui va être mise en place, qui veut dire Packaging and Packaging Waste Regulation, qui va se mettre en place cet été, va aussi imposer le déploiement du réemploi sur les emballages secondaires et tertiaires, donc plutôt d'un point de vue Ok. logistique. Donc, il y a quand même une volonté du législateur de pousser le réemploi. Pour autant, on voit que les derniers chiffres de l'ADEME de fin 2024 sont inférieurs à 2% de Ok. réemploi. Donc, on sent quand même qu'il y a encore du chemin, il y a encore du travail. Est-ce que c'est adapté et adaptable à tous les types de produits? Peut-être pas. Je pense qu'il faut effectivement regarder là où les gammes de produits sont les plus adaptées au réemploi, parce que comme tu l'as très bien dit, il y a aussi quand même avant tout le côté sécurité Mm. sanitaire et alimentaire du produit. Donc, on ne peut pas y mettre tout et dans n'importe quelle condition. Notamment produits frais, pas fin, frais ou Exactement, produits secs, c'est pas la même durée de conservation. exactement. Il n'y a pas les mêmes contraintes non plus logistiques Ouais. avec la conservation par le froid, ou par le Mm. surgelé. Donc, il faut peut-être prioriser sur les gammes moins contraignantes. Et puis, il y a quand même aussi une question d'adoption par le Mm. consommateur. Voilà, est-ce que le consommateur et la grande majorité des consommateurs sont prêts à aller vers le réemploi? On le voit que le projet Citeo Reuse que tu évoquais Mm. quand tu avais Avec la capsule violette. exactement. Il faut encore le soutenir pour que ça fonctionne, parce qu'il faut changer les habitudes du consommateur et notamment le fait de l'habituer à ramener
à Mmh. ramener l'emballage avec lui quand il retourne faire ses courses. Donc, c'est vrai que voilà, il faut que les habitudes se mettent en place et que tout le monde y trouve un avantage. Alors, un conseil peut-être pour terminer, à celles et ceux qui nous écoutent, qui vont nous regarder, qui hésitent à se lancer, comment est-ce qu'on peut faire pour au mieux, se lancer, pour concilier contraintes réglementaires, convictions environnementales, mais aussi, on l'a vu, attentes des consommateurs et enjeux business? Je pense clairement que sur ces projets et ces sujets, il ne faut pas qu'on travaille en silo. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille de pair avec le législateur, les industriels, toutes les parties prenantes qui ont ou qui auront un rôle, et sans oublier le consommateur, parce que clairement, il faut impliquer clairement le consommateur dans toutes ces réflexions pour que ça fonctionne. Donc pour moi, il faut avoir une vision très transversale. C'est des sujets qui pour moi vont au-delà de la concurrence, et il faut qu'on travaille vraiment tous ensemble pour que ça fonctionne. Eh ben, génial, un grand merci Mathieu. Bah, de rien, merci Barbara.